3 buts à 1, c'est le score entre Espérance de Tunis et Zamalek. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal que nous commençons par la lecture des ordonnances portant premièrement organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République et celui en rapport avec la nomination du directeur de la cellule de communication au sein du cabinet du chef de l'État. La lecture de ces ordonnances avec le porte-parole du président de la République, Tarsis Mouema Yamba Yamba. Je viens vous livrer 2 ordonnances que le président de la République vient de signer. Ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République. C'est l'intitulé de la première ordonnance dont je vous fais l'économie en vous renvoyant au journal officiel. Deuxième ordonnance. Ordonnance numéro 21-011 du 5 mars 2021 portant nomination d'un directeur de la cellule de communication au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19-015 du 6 mars 2019 portant nomination d'un chef de protocole, d'un directeur de la communication, d'un directeur de la presse au cabinet du chef de l'État et de leurs adjoints, spécialement en son article 1er, points B et C. Vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de la cellule de communication au sein du cabinet du chef de l'État, M. Nyindu Kibambe Eric. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le vendredi 5 mars 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le vendredi 5 mars 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Le gouvernement encourage la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Le Premier ministre sortant, Ilunkamba Sylvestre, a présidé la réunion multisectorielle de riposte contre le coronavirus. Au menu, la communication autour de la vaccination, nous dit Françoise Bouelabouaki. Pas de précipitation, le gouvernement calme le jeu et rassure sa population en crise de confiance sur l'opération de vaccination contre la Covid-19. Pour le Premier ministre sortant Ilunkamba, il faut d'abord prioriser la formation du personnel commis à la tâche et très correctement. Ensuite, envisager une vaste campagne de communication qui rassure. Des précisions apportées à l'issue de cette réunion tenue sous la direction du chef du gouvernement le vendredi 5 mars 2021. Le choix du vaccin, c'est un choix qui n'a pas été dû au hasard, c'est un choix qui a été adoubé, si je veux dire, par un comité scientifique spécialisé ad hoc et qui a fait donc le choix de 4 vaccins à peu près qui devraient être éligible pour la République démocratique du Congo. La discussion a tourné autour des modalités de dispensation de cette vaccination.
les problématiques de préservation de ces produits, de distribution de ces produits, d'éligibilité à ce produit ont été examinées, et ainsi que la problématique de la communication qui était la problématique phare, si j'ose dire. Et toutes ces questions ont reçu des réponses de la part des spécialistes qui ont été invités à cette réunion. Et je peux vous dire que dans les jours qui viennent, le comité multisectoriel va donner la date du début de cette vaccination après que le personnel compétent qui est chargé de distiller cette vaccination soit formé de la manière qui convient. Qui seront vaccinés? Le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, a donné des précisions et d'insister que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est une vaccination qui sera facultative. Mais on a aussi décidé de l'éligibilité à cette vaccination. Il s'agira principalement des personnes qui font partie des gens qui sont des professionnels de santé, qui sont à risque, des personnes atteintes de comorbidité, c'est-à-dire qui présentent des cas de maladies, notamment cardiovasculaires, de maladies de diabète, etc., d'insuffisance rénale, etc. Et donc, on va commencer par eux, mais ce qui est certain, et on doit insister là-dessus, c'est que l'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui soient vaccinés, et cela dans un délai le plus bref que possible. Si vous avez accepté le vaccin contre la rougeole, contre la variole et autres, il n'y a pas de raison pour que vous n'acceptiez pas le vaccin contre la Covid. Et ce, d'autant plus que ça, c'est un virus qui est beaucoup plus virulent encore et qui a demandé au pays, donc à notre pays, de prendre ses responsabilités en optant pour ce vaccin-là. C'est un vaccin qui a fait son efficacité dans d'autres pays. En attendant l'annonce de la date du démarrage de la vaccination, il est indiqué de rappeler que l'initiative COVAX est née de la volonté des États donateurs au nom de la solidarité pour soutenir les pays à renforcer leur prévention. Mois de mars, mois dédié à la femme. Dans le Congo central, les femmes du village Mateba ont soumis leurs doléances au directeur général de la Congolaise des voies maritimes, Christine Toussé. C'est un reportage signé Christine Lenzo, Nathalie Bouledi et Simon Kankulungo. Mois de mars, mois de la femme, faisant d'une pierre deux coups, Madame le directeur général de la CVM, Christine Toussé Daumbo, a saisi cette opportunité pour s'entretenir avec les femmes de ce village de Mateba qui avaient des doléances. C'est notre mois, on doit s'habiller en pagne. Elle les a écoutées d'une oreille attentive et a pris à cœur leurs besoins. Sur place, elle a résolu leurs petits soucis et a promis d'y retourner. J'ai reçu votre requête pour les pagnes. Je vous promets de les ramener. Sa joie était de voir Mateba être encadré et dirigé par un chef de groupement femme, Mama Passikaya, et que la mairie de Boma est aussi dirigée par une femme, Marie-Josée Nyongoswami, ce qui est pareil à la CVM où il y a une PCA femme, Marie-Madeleine Mienze, et une femme comme directeur général à la personne de Christine Toussé Daumbo. La femme, dans les postes de responsabilité, elles se démarquent toutes dans leur travail. Toujours en rapport avec les activités du mois de la femme, les églises de Reveil travaillent pour sensibiliser les femmes autour du thème de ce mois, nous dit William Nakov. Mois de mars, mois de la femme, en République démocratique du Congo, la plupart des organisations et mouvements associatifs s'organisent déjà autour du thème national « Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du Covid-19 ».
Voilà qui justifie la réunion de sensibilisation présidée par l'apôtre Henri Chiswaka Kamwe, président du conseil d'administration de l'ASEJ, Action évangélique pour le soutien des églises de Jésus-Christ, jeudi 4 mars 2021, en la salle de réunion de l'immeuble Arumi, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, à l'intention des hommes de Dieu et femmes responsables des différentes églises membres de cette structure. C'était à l'occasion de la sortie officielle de l'ASEJ, dont le siège social est situé au numéro 1 de l'avenue Lumbi, à Limete Kingabwa. Apôtre Henri Chiswaka Kamwe explique la vision et les objectifs de son association. Notre mouvement est apolitique. De deux, notre mouvement est purement social. Dans cette vision, on avait vu que l'Église est abandonnée à elle-même. On dit que l'union fait la force. La première personne qui va faire le pas pour assister les églises, c'est Dieu lui-même. Il utilise une personne comme il m'a utilisé aujourd'hui. L'initiative de cette rencontre des femmes de différentes églises, membres de cette structure, a été vivement saluée par participants. Aujourd'hui, c'était la sortie officielle. Une sortie officielle qui a bien tombé le mois de la femme. Comme nous sommes dans le mois de mars, qui est prévu pour la femme, c'est ainsi que nous sommes venus nous réunir pour préparer la journée du 8 mars. À noter que l'ASEJ soutient également les différentes actions du gouvernement de la République dans différents secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage et l'accompagnement des églises pour l'obtention de leur personnalité juridique et la dotation des matériels logistiques. Environnement à présent, la situation du parc de Virunga mérite une attention particulière dans le lot des projets financiers financés par le 11e Fonds européen pour la pérennisation des aires protégées. Virunga a une bonne part. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a fait un point de presse à ce sujet, nous dit Edith Chala. Plus de 60 millions d'euros du 11e Fonds européen de développement FED, 15 000 ménages électrifiés et 1200 entreprises créées autour du parc de Virunga, c'est l'un des acquis de ce projet qui, ces 3 dernières années, a consacré beaucoup d'efforts aux actions de développement communautaire pour améliorer les conditions de vie des populations vivant dans et autour des aires protégées. Au cours de ce point de presse, le directeur général de l'Institut congolais de la conservation de la nature ICCN, Cosma Wilungula, a mis en exergue l'impact de ce financement. L'insécurité grandissante au niveau de nos parcs et principalement au parc de Virunga est une des grandes barrières pour penser développer le tourisme dans notre pays. Parce que le marketing touristique que cela donne à travers le monde, qu'un touriste en arrivant en RDC et au Virunga, il est à ses risques et périls. Les bailleurs de fonds tournent leur attention sur ce parc de Virunga parce qu'on tient à le préserver. Historiquement, on ne parlerait pas de la conservation en Afrique sans parler du parc de Virunga. C'est vrai, Kruger en Afrique du Sud vient un peu après, mais l'histoire de Virunga était aussi liée à cette espèce de grand singe. Dans les parcs de Virunga, Salonga, Garamba, Upemba Kundelungu et dans la réserve de biosphère de Yangambi, les avancées sont perceptibles et très encourageantes. Et dans la province du Lualaba, le vice-gouverneur Fifi Masuka, assumant l'intérim à la tête de cette province, a mis une commission pour assainir le secteur minier dans la province du Lualaba. Une commission constituée de la police appuyée par les FARDC et les autres services de sécurité. La commission a réalisé un joli coup de filet en arrêtant des camions chargés de minerais. Assainir ces secteurs caractérisés par l'exploitation clandestine dont l'entreposage des minerais s'effectue dans des parcelles d'habitation, malgré l'arrêté de délocalisation des dépôts clandestins. Telle est la mission confiée à la commission par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, afin de rétablir l'ordre dans ces secteurs qui échappent au contrôle des services compétents et exposant la population à la radioactivité. L'opération a commencé dans le quartier Kasulo, où la population creuse dans leurs parcelles à la recherche de minerais, du cuivre et du cobalt, ainsi exposés à tous les risques possibles d'accidents. Aidée par la population, la commission a procédé à la démolition de tous les dépôts anarchiques trouvés sur les lieux, avant de se déployer dans la concession de l'entreprise Chemaf, où
Des camions chargés de minerais volés et abandonnés par leurs propriétaires ont été saisis et acheminés dans les installations de cette société. La même opération a été observée au village Kabamba, où les creuseurs se livrent à l'exploitation illicite dans une concession privée sans aucune mesure de protection et de sécurité. En menant cette activité, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini et le gouvernement provincial veulent sécuriser les investisseurs miniers et mettre fin au travail des femmes et des enfants dans le secteur minier. Aussi, maximiser les recettes dans ce secteur artisanal afin de donner le moyen de sa politique pour le gouvernement provincial. Signalons que le vice-gouverneur a signé un arrêté portant l'interdiction de l'exonération sur la taxe de transfert hors loi là-bas et la taxe de transfert inter-site. Rendons-nous à présent dans le Sud Kivu où le gouvernement canadien, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et à travers les aliments bio-fortifiés, a financé un nouveau projet introduit dans le programme du SIAD Harvest Plus. En prévision de la saison culturelle B 2021, le Centre international d'agriculture tropicale, à travers son programme Harvest Plus, a organisé le vendredi 5 mars 2021 à Bukavu un atelier sur la planification des activités avec les partenaires du Sud Kivu en collaboration avec INERA et SENASEM. Cet atelier devra informer suffisamment les partenaires sur la stratégie de la multiplication des semences du SIAD Harvest Plus, stratégie qui vise à augmenter la quantité qui atteindra un nombre élevé de ménages à travers la multiplication et la dissémination des semences au Sud Kivu. Les participants ont été informés sur les procédures de partenariat avec SIAD Harvest Plus à travers les exposés et les travaux de planification individuelle de chaque partenaire. Les participants sont parvenus à planifier ensemble les activités, mais aussi la feuille de route et les perspectives pour la saison B 2021, comme explique ici le professeur Dr Antoine Kanyinga Lurubobo, coordonnateur national de Harvest Plus et représentant du SIAD RD et Congo. Alors il était question qu'on donne l'information par rapport à ces projets et qu'on planifie toutes les activités. Le gouvernement canadien a pensé qu'avec nous, les cultures biofortifiées sont à mesure de résoudre ce problème. Partenaire du SIAD, Madame Espérance Nyota Bunyuki. Nous attendons ressortir d'ici avec une planification où chaque partenaire sera donc informé et va lui-même certifier ce qu'il a à mesure de réaliser comme travail. Cet atelier a eu lieu à l'hôtel Horizon de Mumba dans la commune d'Ibanda. Restons toujours dans cette province où l'on nous informe de l'inspection par le gouverneur des travaux de réhabilitation de la voirie routière de la place. Une signature de contrat qui scelle le sort de la route Bukavu-Chabunda, 362 km que la société Dingjiang Construction va goudronner pour un coût de plus de 500 millions de dollars. Le territoire d'Idjui n'a pas été oublié. Une route goudronnée reliera le nord et le sud de l'île. La ville de Bukavu bénéficiera de 7 km de route. C'est le couronnement de plus d'une année de négociations entre le gouverneur de province, Théongwa Bidjekassi, et la société Dingjiang Construction. Cette dernière va seule préfinancer les travaux. C'est un grand jour pour la province, a dit le gouverneur Théongwa Bidjekassi. Voilà les grands jours pour le site Kivu. Ces routes vont changer les vies des habitants dans ces deux territoires. Ça va changer la situation économique, puisque vous savez très bien, Chabunda, c'est un grenier agricole aujourd'hui. C'est aussi un pôle de gisement minier. Même chose pour Walungu, le territoire de Didjui, le plus touristique de la province du Sud Kivu. Donc voilà ce que nous venons de faire avec ces grands partenaires. Du côté de l'entrepreneur, on se dit prêt à relever ce défi en reliant de nouveau Bukavu à Chabunda, après 36 ans d'enclavement total de cette partie de la province du Sud Kivu. Et nous avons l'expérience. Vous pouvez vous renseigner dans notre pays voisin, l'Angola. C'est là où il y a nos écritures. On est spécialiste en autoroute et en asphalte. Et tout ce qui est infrastructure, université, hôpital, c'est notre travail. Donc on est capable de respecter le délai
du contrat. Et on va les faire. Les députés et les notables de Chabunda promettent d'accompagner ce projet salvateur pour eux et remercient le gouverneur pour le plaidoyer en faveur de leur territoire. Comme l'a promis son Excellence Monsieur le gouverneur, il avait dit qu'à Chabunda, nous allons y arriver en véhicule. Nous attendons la matérialisation, sinon c'est un ouf de soulagement pour la population de Chabunda. Visiblement, l'année 2021 est celle du travail, comme l'avait promis le premier citoyen de la province. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué a fait un démenti concernant la vente de l'hôpital général de Lubumbashi. Le gouvernement provincial ne peut jamais vendre son patrimoine. L'hôpital du cinquantenaire, dès la conception du projet, devait répondre à différentes préoccupations de la province. Pour le rendre complet sur le plan du plateau technique, nous avons fait appel à un partenariat public-privé, donc une société spécialisée dans le développement des hôpitaux. Et nous avons signé ce partenariat. Sans vendre, le patrimoine reste de l'État et nous allons co-gérer donc la partie développée. Donc c'est une fausse rumeur. Et d'ailleurs, ça va beaucoup aider la province à diminuer les dépenses. Les agents n'ont pas à s'inquiéter puisqu'ils restent, ils sont matriculés de la province. Ils restent sous la gestion de la fonction publique provinciale. Les ayants droit du gouvernorat auront toujours accès à cet hôpital. D'ailleurs, on veut même mettre en place une carte biométrique familiale pour la prise en charge. L'objectif, c'est aussi, en développant ces infrastructures et ces équipements, avoir à répondre même à 90% aux besoins médicaux des agents et de la province. Et dans la province du Lomami, les travaux de lutte anti-érosive se poursuivent et ce pour stopper la progression du ravin Bena Majimba dans la ville de Cabinda. Le financement de ce projet, c'est avec le FONER. Regardez. Les travaux de lutte anti-érosive sur les ravins de Benamajiba dans la ville de Cabinda se poursuivent sans relâche. Ce lundi dans la matinée, le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, Edouard Moulumba Moudjandambou, y a effectué une visite d'inspection au terme de laquelle il a félicité l'office de voirie et drainage Lomami pour le bon travail fait. Edouard Moulumba Moudjandambou a également rendu les hommages mérités au président de la République et chef de l'État pour son attention accordée à la province de Lomami. Je commence par féliciter l'OVD Lomami pour le travail combien louable qu'ils ont abattu ici, malgré les imperfections. Mais avant toute chose, je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aussi encore une fois de plus à mettre son peuple au centre de tout. C'est-à-dire, il a réalisé aujourd'hui tout ce que toute la population de Cabinda attendait. Pour sa part, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Clovis Kalalachimatou, a présenté techniquement ce qui s'est fait comme travail avant de remercier vivement le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle. Le gouvernement puisse penser à nous à tout moment, puisque nous sommes très contents de réaliser cette histoire. On nous a beaucoup parlé par la population qui ont connu beaucoup de difficultés par rapport aux éboulements qui se faisaient ici et beaucoup ont perdu leur maison. Nous sommes en train aussi de remercier beaucoup FONER, puisque sans FONER, on ne pouvait pas. Restons toujours dans cette province pour vous informer des problèmes sanitaires que connaît cette province.
Au cours de cette activité du lancement officiel de la campagne de distribution de l'ivermectine, à laquelle avait pris part le vice-gouverneur et gouverneur de province ad intérim Edouard Moulumba Moudjandambou, le chef de division provinciale de la santé, John Ngoyi Mumbiyi, avait salué les efforts du gouvernement congolais et de ses différents partenaires dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Les maladies tropicales négligées contribuent à un cycle continu de pauvreté et une stigmatisation qui empêche les patients de travailler, de poursuivre leur scolarité ou de participer à la vie familiale et communautaire. Prêchant par l'exemple, le vice-gouverneur et gouverneur de province Haï, Edouard Moulumba Moudjandambou, avait eu à prendre en première position l'ivermectine. Pour la seconde activité, qui est la réunion du comité provincial de pilotage, à laquelle le vice-gouverneur et gouverneur Haï de Lomami a également pris part, le participant venus de tous les secteurs de la vie, sous l'égide de la division provinciale de la santé, ont eu à procéder à l'adoption de plans d'action opérationnels 2021 de la DPS et de l'IPES Lomami, à l'adoption de la fiche de cotation des agents de la DPS et de l'IPES, sans oublier l'adoption de la grille des primes de performance du personnel de la DPS Lomami. Dans son speech, le vice-gouverneur et gouverneur Haï de la province de Lomami, Edouard Moulumba Moudjandambou, a eu des mots justes pour rendre les hommages mérités au président de la République et chef de l'État qui fait du secteur de la santé son cheval de bataille. Mesdames, Messieurs, le comité provincial de pilotage est un cadre prépondérant de coordination, de conception et d'adaptation au niveau provincial. Ces activités ont connu l'appui financier des partenaires dont Prosani Issaïdé, Prodes. Et dans le Sud Kivu, la population de Béni a manifesté sa solidarité aux FARDC qui sont au front. Cette solidarité s'est traduite en la remise des vivres et non-vivres à ces vaillants combattants. Soutenir les efforts des FARDC dans les tracts des ADF, c'est dans ce cadre qu'un lot de vivres évalué à plus ou moins 2 tonnes a été remis au FARDC, secteur de Rwenzori, dont de l'honorable Baïtoura Mousso Achadrak, élu du territoire de Béni. Ces dons, composés de 750 kg de riz, 400 kg de haricots, 2 bidons d'huile de palme, sucré, biscuits, sel et savon, n'est qu'un acte de soutien et remerciement de l'armée par sa population, affirme Jérémy Mouessi, premier suppléant de l'honorable. Nous sommes également venus pour encourager, d'abord dire merci à nos forces FARDC et puis les encourager par ce que vous venez de voir comme un lot de vivres, acte qui marque que réellement il est convaincu des travaux qui sont abattus par les FARDC. Présent à cette cérémonie, les coordonnateurs de l'ONG Base en Action, une ONG initiée par Baïtoura Chadrak, appelle le jeune du secteur de Rwenzori à se liguer pour soutenir les efforts de FARDC. Nous, comme jeunes, nous ne devons que soutenir les FARDC par des actions à impact visible, c'est-à-dire les alertes, les soutiens comme celui dont vient de poser l'honorable Baïtoura. Et dans la province du Congo, la notabilité de cette partie du pays s'investit pour le développement de leur territoire. L'immense défi de désenclaver la province du Congo reste une préoccupation majeure pour la notabilité de cette province. L'un de notables, l'honorable Passi Zampamba, lors de sa descente parlementaire dans les territoires de Popokabaka, a fait un constat amer. Des mauvais états de route, notamment des dessertes agricoles, qui rendent difficile l'acheminement de produits de première nécessité vers les centres de consommation. À cela s'ajoutent les têtes des ravins et des érosions qui menacent de couper les routes. Pour résoudre ces multiples problèmes qui gangrènent ces sociétés, l'élu de Popokabaka utilise les philanthropes dans le secteur de Yonso, à Muchinga. Ici, Passi Zampamba a financé les travaux de construction d'un centre de santé, d'une maternité et d'un pont de 8 mètres de longueur et de 6 mètres de largeur sur la rivière Yangululu. C'est la paix avant de lancer les travaux de réhabilitation de l'avenue et des ponts Loaï et Oudimba.
sur fonds propres. Une façon pour lui de soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir les provinces de la République démocratique du Congo se mettre sur les rails du développement. La notabilité de la province du Kwango compte sur le nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation pour une mobilisation accrue de recettes afin de booster le développement de leur province. Terminons par la religion. Sachez qu'une messe de suffrage a été dite par le père Joseph Mola, curé de l'église Saint-Joseph de Matongé, en mémoire des frères de la fraternité, nous dit Mamie France Zaïna. La fraternité quinoise, c'est un rassemblement des Quinois qui luttent pour le bien-être des habitants de cette ville. Il y a plusieurs années, 12 de ces ténors ont quitté la vie. Une messe des suffrages a été organisée vendredi 5 mars à la paroisse Saint-Joseph de Matongé en leur mémoire et de leurs actions. Parmi eux, on peut noter Luzanga Chamandevou, Mathieu Koloke, Denis Bakajika, Nico Ntsassa et les autres. Après le culte, le président de cette association, Alain Boussi-Wasso, fixe le cadre de cette cérémonie. Nous avons tenu à commémorer certains de nos membres qui nous ont quittés depuis la création de la fraternité quinoise. La fraternité quinoise a été créée en 2010. À ce jour, elle totalise 11 ans. Et dans les 11 années, nous avons perdu 12 membres. Et nous avons pensé qu'il fallait organiser une messe en mémoire de ces membres-là, qui sont partis physiquement, mais ils sont restés dans nos cœurs. La veuve Kolokei, ancienne journaliste à la RTNC, a aussi dit un mot. Mon mari était membre actif de la fraternité quinoise. Et vraiment, il était vraiment très aimé, très intégré dans cette communauté. Et personnellement, je venais avec lui aussi au cours des réunions, des réceptions et tout ça. Donc vraiment, c'est une fraternité que j'apprécie beaucoup. Merci pour ce geste. La fraternité quinoise, c'est une association de bienfaisance qui lutte pour le développement de la ville de Kinshasa et de tous les Quinois. Découvrons ce communiqué de l'Inspection générale des finances avant de nous séparer concerne appel à la candidature. L'Inspection générale des finances informe les candidats désireux de participer au concours de recrutement des inspecteurs de finances que les dépôts de candidature est ouvert du 10 au 25 mars 2021 à minuit à l'une des adresses email ci-après IGF RD Congo 2020@gmail.com et celui recrutement.igfrdc@gmail.com. Les critères ci-après sont requis. Premièrement, être de nationalité congolaise. Deuxièmement, être ingénieur civil en informatique. Être ingénieur en construction. Avoir atteint au moment de recrutement l'âge de 25 ans au minimum, de 35 ou 40 ans au maximum pour les fonctionnaires. Et enfin, disposer d'une expérience de 4 ans minimum dans le domaine. Le dossier de dépôt doit comprendre la lettre de motivation, le curriculum vitae, le diplôme et le relevé de cote de la dernière année d'études. C'est un communiqué signé Alingui Tekei Jules, inspecteur général. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Au nom de Bijou Katarisi, Diane Balaka, Ramadan Poki, nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes. 20h, Yvette Makoutima. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.